Et bien voilà, c'est la fin des tests des Super avec ce dernier modèle. Donc on aura fait la 4070 Super, la 4070 Ti Super et maintenant on va faire la 4080 Super. Et pour cela, j'ai une carte somptueuse. On va en parler parce que pour moi, c'est la plus belle de la game entière en ce moment. C'est la 4080 Super de chez MSI sur la gamme Expert. Mais avant tout, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax. Aujourd'hui, c'est le dernier test de la dernière carte et je suis content de vous présenter cette carte. En même temps que je vous parle, je vous montre quelques images. Je la trouve vraiment sublime comme vous pouvez le voir. Et c'est une carte qui n'embarque même pas de RGB et pourtant, regardez-la un petit peu, elle est magnifique. Comme vous pouvez voir, elle a une sorte de calandre un peu à la BMW devant. Je la trouve vraiment très très bien. Je vous la compare un petit peu avec donc le modèle de base qui est le modèle Founder. Et regardez bien, c'est très très proche, surtout en refroidissement. Donc c'est là où ça va se jouer. On va bien entendu démonter cette carte et je vais vous expliquer comment fonctionne son airflow et est-ce qu'il est performant. Mais je vous dis vraiment en termes esthétique, pour moi, c'est la plus belle carte du game en 2024. Voilà, c'est ma préférée esthétiquement, parce qu'on va bien entendu parler de performance. On va pas perdre trop de temps, on se retrouve juste après le petit moment sponsor des clés Windows, et c'est maintenant. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX. Je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi, personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne. Et pour ça, je vous remercie. Oui, je la trouve magnifique, je vous l'ai déjà dit et je risque de vous le redire. Je sais pas, je trouve que MSI a signé quelque chose qui est vraiment très sympathique. En plus de plus avoir du tout de vision sur les ailettes, sur les caloducs, que ce soit un encoffrement complètement fermé, et bien ça c'est plutôt pas mal. On va en reparler justement de refroidissement et surtout d'air qui s'échappe directement en dehors du boîtier et ça c'est pas mal. Et on va s'en apercevoir au moment où je vais démonter cette carte et c'est pareil, c'est maintenant. Et bien voilà le bébé complètement à nu et complètement nettoyé et puis là on s'aperçoit tout de suite de la qualité des fabrications de MSI comme d'habitude, donc ça reste du MSI, il n'y a pas du tout de sujet là-dessus, c'est très très propre comme vous pouvez le voir, je me rapproche un petit peu, voilà. Donc on va essayer de parler spécifications et on va surtout la comparer à sa petite sœur, la 4080 classique aujourd'hui. Donc cette 4080 Super, qu'est-ce qu'elle a de plus qu'une 4080 classique? Bah écoutez, pas grand chose et on va pouvoir s'en rendre compte. On va faire déjà le récap et on va commencer par la puce qui va être la même pour les deux cartes graphiques. Ça va être l'AD103, alors celle-ci ça va être la -400 et l'autre c'était la -300, mais ça reste donc de l'AD103. La différence forcément c'est qu'il va y avoir 5% de corps supplémentaires sur la 4080S, ce qui va juste conférer une augmentation de 5% des corps CUDA. On va passer de 9728 à 10200 corps CUDA sur la 4080 Super. On va aussi avoir une augmentation de fréquence, donc ça va pas être énorme non plus, ça va être 90 MHz, c'est-à-dire on va passer de 2205 à 2295 sur cette carte-là, et une augmentation en boost de 40 MHz qui va faire passer de 2510 à 2550.
On va avoir aussi une augmentation des tensor cores, donc c'est les corps d'AI, d'intelligence artificielle. On va passer de 780 à 836. Et pour les ray tracing cores, on va passer de 113 à 121. Ce n'est pas énorme, c'est une petite augmentation. On va voir d'ailleurs sur les applications qu'on va tester sur les jeux ainsi que sur les applications en AI, voir si on note vraiment une différence significative par rapport à l'ancien modèle. On note aussi une légère amélioration de la bande passante. On passe de 717 gigabits seconde à 736 gigabits seconde. Et on restera sur une interface mémoire identique de 256 bits. Donc comme vous voyez, ces cartes sont très très proches l'une de l'autre. Il y a 5% de corps CUDA supplémentaires, une légère fréquence aussi améliorée. On va pouvoir voir ça d'ailleurs dans les benches, voir si vraiment il y a quelque chose de significatif en écart. Donc on va quand même parler un petit peu de ce beau PCB là, comme vous le voyez. Et on va déjà commencer par les phases d'alimentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc on voit ici d'ailleurs c'est une alimentation en triphasé, on la voit là. Alors une des particularités qu'on peut voir tout de suite graphiquement, on va dire visuellement plutôt, pardon, ça va être, regardez, les MOSFET, on va les retrouver noir, teinté de noir. Donc généralement on n'a pas l'habitude de voir ça. Donc c'est là chez MSI on peut le voir. Vous avez vu par exemple sur toutes les autres cartes que j'ai eu démontées, ce n'est pas le cas. On retrouve plutôt ce type de module. Nous allons aussi parler un petit peu donc de ce beau circuit de refroidissement et de la particularité surtout de ce circuit de refroidissement. Mais avant on va parler un petit peu de pâte thermique. Donc là la puce est complètement nettoyée. Je l'ai laissé sur le système de refroidissement. Et comme vous voyez, c'est une pâte thermique qui est différente. Elle n'est pas grasse du tout. Pourquoi? Parce que c'est une pâte thermique qu'on retrouve qui va se fluidifier avec la chaleur. C'est-à-dire que pour l'avoir molle et grasse, en gros, il faut la faire chauffer. Donc comme vous voyez, on a ce type de pâte qui est là. Alors je vous avoue que ce n'est pas du tout ma préférée. J'en ai déjà parler aussi. On voit ici une très faible épaisseur au niveau des pads thermiques qui vont être en contact avec la VRAM, les GDDR6. D'ailleurs, cette carte comporte 16 Go de GDDR6X, exactement comme la 4080 classique. Je vais juste mesurer quand même un pad parce qu'ils m'ont l'air particulièrement minces, très très minces, et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, car plus ils sont minces, tout simplement plus la transmission thermique se fait. Donc pour ça, il faut juste une seule chose, c'est rapprocher le système de refroidissement au plus près des systèmes chauffants. Alors, on va pouvoir mesurer ça. J'ai 1,19, donc je pense qu'elle a été écrasée. On doit être avec 1,5, ça dépasse de 1,5, écrasé 1,19, 1,20. Donc on est plutôt pas mal. Et au niveau donc des refroidissements des phases d'alimentation, on va mesurer ça aussi. Et là, j'ai 1,8, donc c'est aussi écrasé. Je dois être aux alentours de 1,5 aussi. Donc, ce sont les mêmes, en fait. Et c'est plutôt pas mal. Donc, il n'y a pas du tout de sujet là-dessus. On va parler maintenant, justement, de ce fameux système de refroidissement. Donc, c'est un système de refroidissement monobloc. Vous voyez, il n'y a pas un deuxième bloc qui est posé par-dessus. Donc, il a été fait spécifiquement pour ce PCB-là. Voilà. Pas à tergiverser. Donc ce qu'on peut voir forcément, c'est qu'on a une chambre à vapeur par cette surépaisseur que vous voyez là. Et ce qu'on distingue surtout au niveau des ailettes, c'est que vous voyez, elles n'ont pas le même sens. Donc là par exemple, il y en a qui vont être horizontales et là qui vont être verticales en croisant un V. Mais pourquoi? Mais comment? Je vais vous expliquer le comment du pourquoi. Et c'est plutôt pas mal, c'est qu'ils se sont inspirés tout simplement de la Founder. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout parce que ça fonctionne relativement bien. Mais regardez bien, je vais essayer même de vous mettre la partie arrière pour que vous puissiez comprendre. Et dire que la Founder fonctionne exactement du même principe. On a un côté complètement traversant. Vous voyez, ce ventilateur va happer de l'air. D'accord? De ce côté-là, l'air va traverser. Donc, on va avoir une partie complètement traversante. Voilà. Et de ce côté-là, on va avoir une partie où l'air va être poussé. Et comme elle n'a pas de sortie, comme on a l'habitude sur les côtés, ça va sortir par ici. Ça va être exactement le même système. Regardez bien. C'est que je vais avoir une partie traversante. Et là, qui va être là. Et je vais vous le mettre en face pour que vous ayez une bonne compréhension. Voilà. Donc, en gros, ça va se placer ainsi. Donc, on va avoir la partie traversante. Ce ventilateur va happer de l'air de ce côté-là.
là on a cette belle grille, vous pouvez le voir. Donc ici on va avoir un filet d'air qui va être complètement traversant, d'où le sens de ces lamelles. Et ensuite ici on va avoir donc une backplate, donc forcément l'air ne pourra plus passer, et puis c'est impossible parce que c'est là où on aura le PCB, comme vous pouvez voir, donc ce sera impossible à faire traverser par de l'air. Et bien tout simplement ce qui va se passer, c'est que la chaleur va être orientée de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'on aura de ce côté-là? On aura justement cette grille qu'on voit là. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça va conférer justement une extraction d'air directement au niveau du boîtier. Voilà, c'est-à-dire que c'est exactement le même effet qu'on a sur la fondeur. De ce côté-là, l'air va être extrait et va sortir directement en dehors du boîtier. Et ça, c'est un gros plus pour la carte et c'est un gros plus pour l'airflow général de votre boîtier. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Moi, j'ai déjà fait les tests de température au moment où je vous parle et où on va en parler. Elle fonctionne super bien. Ce système-là fonctionne très très bien. On a pu s'en rendre compte. Et on va parler aussi de matériaux. Donc là, on a une backplate totalement en aluminium avec l'incorporation du ventilateur qui lui va happer de l'air. Donc je vous montre un petit peu les finitions. J'insiste bien, c'est pas un modèle classique. Vraiment, c'est un modèle très très sympa qu'on peut voir ici. Donc on voit bien que ça a été particulièrement bien fait. Les découpes en CNC sont très très propres. Et on va parler de l'encoffrement, de la case, qui elle aussi est entièrement en aluminium, hormis donc la grille qu'on voit ici qui est vissée, mais qui est en métal. C'est pas rien du tout, hein. Il n'y a aucun plastique. Et on voit donc l'incorporation du ventilateur. Et regardez, ça se recouvre bien des deux côtés en aluminium. Je vous montre les finitions. On est vraiment sur quelque chose de très sympa. Et il faut savoir que donc c'est la gamme Expert de chez MSI. C'est une nouvelle gamme, c'est une nouvelle carte. Mais vous voyez, finalement, on a une carte sans aucun RGB. Et pourtant, regardez bien, c'est quelque chose de très, très classe. En tout cas, je trouve moi personnellement, ça reste une très, très belle carte, un très, très bel objet. Voilà, maintenant, on va passer au test de cette carte. Vous avez vu, elle est quand même super bien foutue. MSI a très bien travaillé là-dessus. On va pas perdre de temps, on va aussi attaquer donc les logiciels professionnels et savoir comment elle se place sur ces logiciels-là. C'est maintenant. Nous allons commencer par un test en benchmark de chez Blender, le 4.00, où on peut avoir un beau score de 8017 points, 37, mais vous allez voir que ça va être très très proche d'une 4080 classique. Mais j'ai bien envie aussi de la comparer avec une 7900 XTX, voir un petit peu la différence. Donc on va commencer par la 4080, moins 2%. Là, en soi, vous verrez aucune différence, vraiment, c'est exactement la même chose, 2%, c'est pin-up sur ce type de score. Par contre, sur la 7900 XTX, là, on peut avoir vraiment moins 56%. Et là, c'est plus du double, donc ça reste quand même beaucoup. Et on voit vraiment que sur ce type de benchmark, l'architecture des RTX s'en sort beaucoup mieux. Nous allons maintenant passer sur Adobe Premiere. Et pour tous ceux qui connaissent déjà la chaîne, on va aller regarder la partie basse du tableau avec effet, car sans effet, je l'ai déjà expliqué, c'est surtout le processeur qui va travailler. Donc on va s'intéresser à la partie basse avec effet. Et sur cette partie basse, j'utilise toujours le même fichier. C'est un fichier en ProRes de plus de 100 Go. Et ce que vous voyez sont des temps de rendu en minutes secondes. Alors nous allons commencer par la 4090 et on s'aperçoit qu'elle reste indétrônable. Par contre, sur la 4080, regardez bien, en H264, on passe de 11 secondes 20 à 11 secondes 43, c'est quasiment la même chose, 20 secondes d'écart. 10 secondes 52 à 10 secondes 57 en H265, c'est quasiment la même chose aussi, 5 secondes d'écart. Et 11,44 à la place de 11,49, 5 secondes d'écart en AV1. Bon, en soi, vous ne verrez pas grand-chose de différence si vous changez de carte, clairement. Et on peut s'apercevoir par contre que la 7900 XTX s'en sort légèrement mieux. Alors, sur l'H264, j'ai eu 11 minutes 20 pour les deux. Sur l'H265, j'ai 10,52 et la 7900 XTX fait légèrement mieux avec 10,26. Et aussi pareil en AV1, 11,44 contre 10,37. Donc sur l'H264 et sur la V1, on s'aperçoit que l'AMD fait mieux, la 7900 XT fait mieux. Alors ça reste pas beaucoup, c'est que quelques secondes bien évidemment, mais on s'aperçoit quand même qu'elle fait légèrement mieux.
Bon, comme on le voit, c'est très proche d'une 4080 classique. C'est pin-up, effectivement, ça doit être les quelques corps CUDA qu'on a en plus, doit forcément jouer un petit peu, mais ça reste quand même très proche. Donc sur ces logiciels-là, on va attaquer maintenant les jeux vidéo et on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Nous allons maintenant faire les tests en jeu, mais avant, on va juste parler de protocole pour souligner que j'utilise toujours le même protocole avec un processeur Intel de 13900K avec 32 Go de RAM en DDR5 à 6000 avec un NVMe de 1 Tera. Nous allons maintenant commencer par Far Cry. Donc j'ai mis deux cartes, tout simplement, la 4080 et la 7900 XTX, c'est ce qui me paraît le plus judicieux pour pouvoir être comparé. Et on a la définition 1440p et en 4K, et comme d'habitude, tous les jeux seront en ultra. Donc on peut s'apercevoir que sur Far Cry 6, en 1440p, elle a du mal à rattraper forcément la 7900 XT parce qu'elle a quand même moins 15%, plus 2% comparé à la 1080, et c'est un petit peu similaire en 4K, on voit 13% d'écart entre la 7900 XTX et toujours 2% d'écart avec la 4080. Sur God of War, moins 1% comparé à la 9900 XTX, alors c'est quasiment rien, on est en train de parler de 2 FPS, de 165 FPS à 167 FPS, et 3% comparé à la 4080. En 4K, écoutez, 0%, j'ai les mêmes perfs, 105 images par seconde, 105 images par seconde comparé à la 7900 XTX et 2% avec la 4080, mais vous verrez que ça reviendra souvent. Alan Wake, écoutez, voilà, 2% avec la 4080 aussi bien en 1440p que aussi bien en 4K et moins 9% en 1440p avec la 7900 XTX et moins 3% en 4K. Starfield, moins 2% par rapport à la 7900 XTX, par contre un 5% en 4080 et si je passe en 4K, plus 3% pour la 4080, plus 3% comparé à la 4080 et on a le même résultat avec la 7900 XT, c'est-à-dire 63 images par seconde. Sur Valhalla, écoutez, là cette fois-ci il y a une petite dominante comparée à la 7900 XT de 1% en 1440p et de 4% sur de la 4K et par contre j'arrive à avoir exactement le même nombre de FPS sur ce jeu-là, donc 0% et 0%, 99 images par seconde en 4K et 147 images par seconde en 4K. Sur Cyberpunk, on a toujours la même constante, la 7900 XT reprend le dessus de 3% en 1440p et de 5% en 4K, ce qui nous signe une différence de 59 FPS à 62 FPS. On aura une différence significative de 3 FPS. On s'emballe pas non plus, elles sont relativement très proches. 4080, 0% en 1080p et 4% en 4K. Sur Forza Horizon, toujours un petit peu la même sanction, la 7900 XT passe par-dessus en 1440p à moins 3% et moins 4% en 4K, une dominance sur l'ancien modèle 4080, plus 5% en 1440p et plus 7% en 4K, donc ça nous ramène du 145 images à 135 images par seconde en 4080, ce qui nous ramène quand même 10 images supplémentaires comparé à l'ancien modèle. Sur The Witcher, comme vous pouvez le voir en 1080p, par contre on est pareil, 275, 0% comparé à l'ancien modèle, par contre un petit 4% supplémentaire sur la 7900 XTX, quand on passe en 4K, ça s'augmente même à 6% comparé à la XTX et juste un petit pourcent comparé à l'ancien modèle de la 4080. The Last of Us, écoutez, 0% comparé à la 7900 XTX, 0% comparé à la 7900 XTX qui nous ramène à 101 images comparé à 101 images et juste un petit 3% comparé à la 4080. Lorsqu'on passe en 4K, la tendance se renverse quand même, la 7900 XTX passe dessus avec 5%. Alors 5%, ça représente 4 images par seconde, mais c'est quand même 5% et on passe à 2% supplémentaires comparé à l'ancien modèle. On va faire donc une petite moyenne dans les jeux et cette moyenne nous amène quand même avec un score général de moins 3% comparé à la 7900 XTX. C'est-à-dire que la 7900 XTX est 3% supérieure à la 4080 Super. Par contre, elle va avoir un petit score supérieur de 2% comparé à la 4080 et lorsqu'on passe en 4K, moins 2 pour la 7900 XT qui reste supérieure et encore une fois, un plus 2 comparé à la 4080. Il n'y a pas assez d'écart entre une 4080 et une 4080 Super. Je pense que dans l'histoire de Nvidia, entre un modèle classique, un modèle TI et un modèle Super, je n'ai jamais vu aussi peu de différence. La grosse différence, on en parlera en conclusion finalement, sera autour du prix. Parce que là, malgré 5% de Core CUDA et une fréquence légèrement supérieure, on n'est qu'à 2% sur les deux définitions. Bon, les performances, on a pu le voir, effectivement, c'est supérieur à une 4080 classique, ce qui est tout à fait normal. Elle est un petit peu aussi supérieure, elle a des Core CUDA aussi en plus. On va voir aussi ce que ça nous donne avec des technologies associées. Donc on va travailler sur du path tracing, sur du ray tracing et aussi sur les DLSS. Et on va parler aussi de technologies sur cette carte et c'est
maintenant. Alors on va commencer avec Cyberpunk pour les technologies associées. On va commencer en 1440p et avec les 3 DLSS, donc le performance, l'équilibré et le qualité. Alors en rasterisation, comme vous pouvez le voir, je suis à 123 images par seconde. Ensuite, je passe à 145 en qualité, 170 en équilibré et 189 quand même en performance. Alors moi, je conseille toujours à chaque fois l'équilibré parce que c'est toujours finalement le bon équilibre entre la qualité et la performance, comme son nom l'indique effectivement. Donc on sera à plus 38% de performance par rapport à la rasterisation. Lorsqu'on passe en 4K, ben pareil, en DLSS équilibré, on a plus 59, donc c'est pareil. On passe de 59 images par seconde à 94. Donc ça change radicalement la fluidité. Lorsqu'on passe sur Forza, bah écoutez, c'est pareil, j'ai toujours un peu moins sur Forza, c'est toujours pareil sur tous les jeux. Donc en rasterisation, je passe à 183 images par seconde en 1440p pour obtenir 252 en équilibré en 1440p, ce qui offre plus 38%. Lorsqu'on va faire en 4K, donc on a plus 17%, je passe de 145 images par seconde à 170. Nous allons maintenant passer sur Alan Wake et là, il va y avoir plus de technologie. On va parler forcément de DLSS, on va parler aussi de frame generation, on va parler de ray tracing et de path tracing. Alors en rasterisation, j'ai 95 images par seconde. J'obtiens 48% supplémentaires lorsque je passe en frame generation, ça nous donne 141 images par seconde. Lorsque je mets le DLSS équilibré, j'ai un 149 et quand j'additionne les deux, je passe à 210, ce qui nous donne un gap de 121 images par seconde. Alors pour tous ceux qui ont des doutes sur la qualité visuelle justement de ce qu'on peut obtenir, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai fait sur la 4070 Ti Super où je fais un gros détail sur les qualités visuelles de ces technologies associées. Lorsqu'on rajoute à ces technologies-là, donc le path tracing et le ray tracing, on a quand même un gap de 55%. C'est-à-dire que si j'actionne toutes les technologies de lumière, je passe de 95 en rasterisation à 141 images par seconde. C'est plutôt pas mal. Et en 4K, je passe de 58 images par seconde à 80. C'est beaucoup plus lourd, forcément, mais on obtient quand même plus 62 images par seconde. On va pas se mentir, ce frame generation fonctionne plutôt pas mal et le fait qu'il soit associable au DLSS, bah écoutez, ça performe 2 fois plus. Moi, elle s'en sort plutôt très bien, effectivement. Je pense qu'en path tracing et en ray tracing, elle fonctionne bien. Forcément, il y a des unités supplémentaires d'ailleurs pour le ray tracing au niveau de la puce. Il doit avoir forcément un petit peu d'effet, mais on s'aperçoit que ça y est, depuis cette génération-là, surtout avec les dernières générations associées, on peut se faire plaisir avec du ray tracing et avec du path tracing, avec le DLSS et le frame generation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer sur des tests en IA et c'est maintenant. Alors pour de l'IA, on va commencer avec un petit modèle de langage. Ce sera exactement le même que la dernière fois. Et on aura dessus le modèle BAMA 2. Je vais lui lancer le petit test de me donner la signification de E égale MC2. Et on va pouvoir chronométrer un petit peu tout ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui demander combien de temps il me faudrait pour aller jusqu'au soleil à 100 km/h. C'est plutôt pas mal. Alors j'avais eu comme commentaire d'ailleurs la dernière fois que des fois les réponses n'étaient pas forcément exactes. Oui, il s'avère que des fois les modèles de langage se trompent aussi ou interprètent mal la question, c'est possible, mais généralement ça n'aura pas d'indice sur une augmentation de temps supplémentaire. Nous allons maintenant aller sur Stable Diffusion, toujours une installation locale bien évidemment. Et je vais générer une image en 512 par 512, toujours le même prompt, un chien dans une voiture. Et on va voir combien de temps il met pour me faire ça. Alors c'est quasiment instantané, donc ce qu'on va faire, c'est plutôt le faire en x10, donc 10 images 512 par 512 pour pouvoir justement bien cumuler le temps. Mais on va la confronter aussi avec une autre carte graphique et on va en profiter. Ça va être la AMD RX 7900 XT et on va voir ce que ça va donner. Ok, donc déjà fini pour la 4080 Super avec un résultat de 11,2 secondes. Donc on peut dire 11 secondes. On va voir un petit peu jusqu'à où ira donc la 7900 XTX. Et là, on est à 33 secondes. Donc en gros, pour générer 10 images de 512 par 512 avec le même prompt, on ira 3 fois plus vite avec la 4080 Super
Pourquoi? Parce que tout simplement les Tensor Core fonctionnent beaucoup mieux et le nombre de Tensor Core qu'il y a sur cette carte fait que ça fonctionne vraiment bien et là on peut vraiment s'en rendre compte. On s'aperçoit qu'elle performe plutôt pas mal en IA d'ailleurs, mais pas que, hein. Souvenez-vous bien quand j'ai fait les tests de la 4070 Ti Super, elle s'en sortait aussi très bien. Bon, encore mieux, hein, forcément, on est sur la D103 qui n'est pas castrée comme la TI Super en 4070, donc elle va encore un petit peu plus loin, donc c'est plutôt bien, moi je trouve personnellement. On va maintenant attaquer le trio de tests que j'ai l'habitude de faire, qui va être donc les consommations, la chauffe et le bruit. Et c'est maintenant. Alors nous allons commencer par les consommations. J'obtiens 307 watts comparé à 301 avec l'ancienne 4080 et j'obtiens un moins 11% en consommation comparé à la 7900 XTX qui est à 346 watts. On sait déjà, ça sert à rien de le redire encore une fois, mais sur cette génération-là, Nvidia a bien maîtrisé ses consommations. Et cela se traduit forcément par des températures qui ne seront pas très excessives. On aura un GPU à 69,8 degrés, à hotspot à 82,4 degrés et les températures de mémoire à 72. Ces températures ont été prises après 1 heure de jeu bien évidemment et vous pouvez aussi vous rendre compte que finalement, regardez bien, les ventilateurs, que ce soit le fan 1 et le fan 2, ont jamais dépassé les 39%. C'est-à-dire que clairement, cette carte a un flux d'air qui fonctionne très bien et d'ailleurs, vous pouvez voir les consommations que j'ai eues, 307 watts, 8 exactement à ce niveau-là et du coup, ça va aussi se traduire par un silence incroyable. Je suis à 36,5 dB. Voilà, donc c'est mesuré à 1 mètre de la carte graphique comme d'habitude. Donc c'est une carte silencieuse. Ce petit modèle de MSI fonctionne très bien encore une fois. Eh bien, il nous manque plus qu'une seule chose maintenant à faire, c'est de l'overclocking et on va voir ce que ça nous donne en overclocking et quelles sont les performances qu'on a réussi à obtenir. C'est maintenant. Nous allons maintenant parler un petit peu d'overclocking sur cette carte et j'ai donc fait un petit test avant overclocking sur 3D Mark en TimeSpy Extreme et j'ai réussi à avoir un score de 14 078 points en Graphics Score, qui est un résultat non plus pas très dingue comparé à une 4080 classique. Ensuite, on va l'overclocker et j'ai réussi à lui mettre 265 MHz supplémentaires sur le processeur ainsi que 1296 sur la VRAM et de là, on a un score de 15 059, c'est-à-dire 1000 points supplémentaires. J'ai eu des difficultés un petit peu sur la VRAM, sinon 265 MHz supplémentaires, ça reste quand même un beau niveau d'overclocking. Donc la carte se comporte plutôt bien et on peut voir d'ailleurs les chaleurs, je vous les montre en même temps en dessous. Les ventilateurs n'ont jamais eu besoin d'aller au-dessus de 42% sur le fan 1. C'est juste pour vous dire comment elle n'a pas trop chauffé. Et regardez bien donc la fréquence qu'on a réussi à avoir, 3060 MHz sur le processeur. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et par contre, on a forcément une augmentation aussi en watts. On est passé à 362,4 watts sur cette overclocking là. Nous allons maintenant passer en jeu. Donc sur les jeux que j'ai testés, on va avoir une augmentation de 5% en 1440p et de 7% en 4K. Donc pour de l'utilisation en 4K, ces 7% sont très bons à prendre finalement, surtout qu'en fait la carte ne chauffe pas. Ce modèle de MSI fonctionne très bien. Eh bien en overclocking, cette carte se place super bien, ce modèle-là se passe super bien, les résultats sont là. Maintenant que la batterie de test est finie, on va pouvoir parler conclusion. Et je crois que ma conclusion va un petit peu être différente, mais il va y avoir aussi des choses qui vont être très ressemblantes par rapport aux anciennes vidéos. C'est-à-dire que grossièrement, ce serait bien la carte qu'on aurait bien voulu avoir il y a 1 an et demi, oui, mais surtout à ce prix-là. C'est-à-dire qu'on est moins cher, on sera à 1109 € et pour ce modèle-là, on sera à 1249 €. Donc il y aura 140 € d'écart entre le modèle fondeur et ce modèle-là. Maintenant, ce ne sera pas à moi de vous orienter ou pas si vous préférez avoir un modèle fondeur ou custom, mais d'ailleurs sachez que je vais faire une grosse vidéo dans une semaine ou dans une dizaine de jours. On va comparer les modèles Founder avec les modèles custom et on va déterminer si ça vaut le coup, oui ou non, de prendre une custom. En tout cas, en termes de custom comparé aux autres custom, je la trouve d'une très belle. Je pense que je vous l'ai déjà suffisamment dit, mais en plus, elle a un système de refroidissement qui fonctionne super bien et en plus, en overclocking, elle a pété toutes les limites. Donc là, il n'y a pas du tout de sujet. Je peux forcément la conseiller, mais elle sera 140 €
plus cher qu'un modèle Founder. Je sais que de toute façon, quand on prend du custom, généralement, ça va toujours un peu plus cher. Mais en soi, elle n'est pas 200 ou 300 € plus cher comme vous pourrez voir sur certains autres modèles. Donc, elle est complètement conseillable, bien évidemment. Mais on va rebondir donc sur le prix et sur cette carte. Oui, c'est le prix qu'on aurait souhaité avoir il y a 1 an et demi, finalement. Surtout qu'on va avoir plus de performance, mais très peu. Regardez bien les bench en jeu, c'est pin-up entre une 4080 et une 4080 Super. Vraiment pin-up. Le gros avantage de cette génération-là, de cette série-là, de cette génération-là, plutôt, ça va être clairement son prix. Elle va être moins disante. Et justement, on va parler de prix. Et parce qu'il y a quelque chose que je vois tout le temps en commentaire, alors je risque d'avoir des ennemis à partir de maintenant, sachez-le, mais cette chaîne n'est ni pro AMD, ni pro Nvidia. On va parler de tarifs. J'entends tout le temps dire Nvidia, c'est trop cher, AMD, c'est faire mieux. Complètement faux, mais totalement faux. Alors oui, Nvidia, c'est trop cher, mais AMD aussi, c'est trop cher. Et même le reste de l'hardware en ce moment est beaucoup trop cher. Pax, je ne comprends pas ce que tu essayes de dire. Parce que j'essaye de dire, c'est qu'AMD, c'est les outsiders. Ils n'ont pas le choix, en fait, que de vendre moins cher que Nvidia. Parce qu'ils vendent moins d'unités. Et c'est comme ça. C'est exactement le même principe entre Coca-Cola et Pepsi. Pourquoi Coca-Cola est plus cher que Pepsi? C'est Coca-Cola qui va réguler le prix de Pepsi. Pepsi fera toujours en sorte de se mettre quelques centimes en dessous. Si Coca-Cola monte son prix à 20 € la bouteille, Pepsi serait du coup, vous verrez, il serait à 18 €. Il ne sera pas en dessous. Et c'est ce qui se passe. Nvidia est en train de réguler les prix de AMD. Donc quand vous avez des cartes par exemple à 1000 €, vous verrez plus ou moins une équivalence à 850 €, 900 € du côté AMD, parce qu'AMD sont outsiders et c'est le seul moyen qu'ils ont pour vendre des cartes. Je m'explique. Si cette carte, son équivalence de chez AMD est au même prix, combien d'unités vendrait AMD? Pour même performance, identique, avec, parle pas de technologie, si les deux cartes sont au même prix, combien de cartes vendent AMD? Plus grand chose, mais quasiment même plus rien. Si AMD aujourd'hui réussit à vendre, c'est parce qu'ils se placent moins cher que les leaders, parce qu'ils sont outsiders, tout simplement. Vous comprenez? Donc quand j'entends que AMD a le bon prix, pour moi c'est totalement faux. Ils ont régulé leur prix, c'est Nvidia qui régule le prix de AMD. Et c'est pour ça que maintenant, comme cette carte-là va être moins chère, vous verrez que forcément l'équivalence en face, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, AMD va devoir descendre parce qu'ils n'auront pas le choix. Sinon, ils ne vendront plus. Sachez qu'aujourd'hui, je vous ai déjà parlé, dans les boutiques, par exemple à Paris, j'ai eu une discussion, 80% de leurs machines de PC montées partent avec de l'Nvidia. C'est-à-dire qu'on peut râler sur l'Nvidia, mais finalement 80% des gens vont acheter l'Nvidia et veulent de l'Nvidia dans leur PC. Sinon, ils ne l'achèteraient pas. Donc si AMD devait coller ses prix identiques à des prix de Nvidia, ils ne vendraient plus rien. Donc sachez que ce n'est pas AMD qui ne vend pas assez cher ou qui a le bon prix. Il n'y a pas de bon prix en fait, d'accord? Les prix sont trop chers actuellement. Donc voilà. Et en revenant de prix, on aurait bien souhaité justement qu'il y ait un an, on ait ces performances-là sur la 4080 donc de l'époque et avec le prix de maintenant. Elle aurait vu les choses différemment, elle aurait reçu aussi moins de critiques dès son lancement parce que sachez que Nvidia a été très critiquée l'année dernière pour deux raisons. Les prix, bien évidemment, mais aussi le fait que le DLSS 3 ne soit pas rétrocompatible avec les 3000. Donc ça a été ça. Mais si, avec les prix, ils auraient été déjà un peu plus justes d'une réalité, ça aurait été quand même mieux. Ça aurait passé, entre guillemets, légèrement plus crème. Légèrement. Mais en soi, donc juste pour répondre à ces histoires de prix, peut-être que vous allez me dire dans les commentaires, ouais, je suis pas tout d'accord. Sachez que c'est un regard qui va être professionnel, c'est un regard d'industriel. Voilà. AMD n'aura jamais le choix que de faire des prix moins disants comparés à Nvidia. Et vous remarquerez juste une seule chose, c'est toujours Nvidia qui sort les cartes en premier. Parce qu'ils attendent les nouveaux prix afin de se dire, nous on va se placer à ça et à ça, une fois que Nvidia aura fait les prix du marché. Donc, il n'y a pas de bonne marque, il n'y a pas de mauvaise marque. Nvidia est une bonne marque en termes d'hardware qui reste cher aujourd'hui, bien évidemment, parce qu'on parle d'un modèle
4080. Souvenez-vous les prix des 1080 Ti par exemple, ou à la sortie des 3080 Ti aussi par exemple, il y a eu une belle augmentation bien évidemment, et en rasterisation, il n'y a pas eu tant que ça non plus. C'est les technologies associées qui ont fait que la carte bime beaucoup plus. Et AMD, pour moi, c'est la même chose. Ils se sont régulés à ces prix de marché. Et pour terminer aussi avec ces prix, ce n'est pas que ça. Regardez les prix des cartes mères. Regardez le boom des prix des cartes mères depuis le Covid. Ça a explosé. Donc on s'en rend un petit peu compte. C'est juste pour remettre un petit peu les pendules à l'heure que je tiens à avoir ce discours-là tarifaire bien évidemment. Voilà, vous pouvez vous lâcher maintenant aux commentaires pour m'assassiner, mais vous aurez ma vision des choses forcément, et pour moi, elle doit pas être très loin de la réalité, croyez-moi. Je veux quand même revenir au bench qu'on a fait sur les jeux vidéo par rapport à la 7900 XTX. Elle se place quand même moins qu'une 7900 XTX. Donc il va y avoir un combat aujourd'hui de technologie, parce qu'elle est moins oui, mais de très peu finalement. Et sachez qu'effectivement, on a quand même un combat de technologie. D'un côté, on va avoir le Fluid Motion Frame qui fonctionne très très bien. J'ai pu vous le montrer et le démontrer la semaine dernière. Et on va voir cette nouvelle génération, la Frame Generation, du côté de chez Nvidia qui fonctionne aussi très très bien. Gros avantage côté Nvidia, ça va être le Path Tracing et ça va être le Ray Tracing. Clairement, ça fonctionne mieux, il s'en sort plutôt bien, surtout en Path Tracing. Donc pour tous ceux qui veulent quelque chose de très qualitatif dans de l'éclairage, je ne pourrais que l'orienter sur cette gamme de chez Nvidia parce que forcément, ça fonctionne très bien. La 7900 XT, souvenez-vous qu'en termes par exemple de montage vidéo, elle fait même légèrement mieux. Donc pour la gamme Pro, c'est plutôt pas mal. Mais souvenez-vous aussi qu'en Blender, ça fait quasiment 50% de moins finalement. Alors que cette carte graphique, finalement, elle a toujours une certaine constante. Et c'est une constante haute. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc même dans l'univers pro. Et souvenez-vous aussi, dans les tests que j'ai fait en intelligence artificielle, elle a fait quand même 3 fois moins de temps pour sortir 10 images en 512 par 512. Ce n'est pas rien, 3 fois moins. Donc effectivement, orientez-vous sur l'achat par rapport à vos nécessités. On peut dire qu'aujourd'hui, même il y en a qui vont dire c'est pas une carte pro, mais vous pouvez déjà faire du bon gros montage vidéo à faire. Vous pouvez déjà faire du bon gros montage vidéo, forcément, je peux vous le garantir, de l'animation 3D, de la création 3D avec, elle fonctionnera, elle fera largement le boulot. La XTX aussi, mais on s'est aperçu que suivant les softs, des fois 3 fois moins. Donc on parle toujours de rendu. Parler de rendu, ça change tout parce que c'est pas parce qu'elle va avoir 3 fois moins qu'elle va laguer au moment où vous allez travailler. Il faut juste prévoir plus de temps dans les rendus. Ma conclusion, surtout, et mon avis, c'est une bonne carte, bien évidemment. Pas assez de différence pour moi entre la 4080 et la 4080 Super. Pas assez, on l'a pu le voir sur Blender, on a pu le voir sur Adobe Premiere, on a pu le voir dans les jeux. Il devrait avoir plus de différence, elle devrait aller plus vers le haut. Pourquoi? Parce que déjà, on a été très mal habitué avec la 4070 Super qui a fait carrément un boom par rapport à la 4070 classique. La 4070 Super Ti qui aussi a fait un boom. Et celle-ci, on la sent, voilà. Alors vous allez me dire, et vous avez raison, ouais, mais les autres, elles sont restées quasiment au même prix. Et celle-ci, elle descend de prix. Effectivement, je pense qu'on est au bout de la puce AD103. Donc on ne sait pas aller plus. Donc on l'a pimbé un petit peu plus. On a apporté 5% de core CUDA supplémentaire. Une légère fréquence supplémentaire, mais vraiment très légère. Et ce qui nous a sorti ce produit-là. Mais du coup, à contre-coup et à contrario, ce qu'on a fait, c'est qu'on a descendu forcément les prix. Et là, c'est appréciable. Et c'est pour ça que je vous dis, on aurait souhaité avoir directement cette carte l'année dernière. Et sur les 3 modèles, 4070 Super, 4070 Super Ti et la 4080. Donc une conclusion un petit peu mitigée finalement parce qu'on s'attendait forcément à avoir un petit peu plus, mais le prix compense. On a parlé donc du coup, comment se place AMD en termes de prix, comment se place Nvidia. Je vous ai donné mon avis, voilà. Il n'y a pas de préférence à ces niveaux-là. Et pour moi, donc la conclusion, c'est que ça reste une bonne carte. Il faut effectivement avoir du budget. Elle ne s'adressera pas à tout le monde. Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même des cartes comme la 4070 Super qui fonctionnent très très bien. J'ai pu vous faire les essais avec vous, avec aussi des technologies associées. Elles fonctionnent très très bien, même jusqu'à de la 4K. Donc voilà, voyez bien forcément par rapport à vos portefeuilles, par rapport aussi à vos besoins. Et ça va vous aider à faire vos choix.
Et voilà, et je tenais aussi à vous remercier pour tous ceux qui restent jusqu'à ces fins de vidéo parce qu'elles sont relativement longues, on le sait, mais j'essaye de rien oublier sur ces vidéos. J'essaye d'aller le plus loin possible dans tous les secteurs. Et si vous avez toujours quelque chose à dire ou à rajouter, dites-le moi en commentaire. Je n'ai pas réussi à introduire de la simulation ou de la VR parce que je n'ai pas eu le temps. Ce sera sur les prochaines cartes. Il faut vraiment que je les introduise en termes de protocole, mais ce sera fait sur les prochaines cartes. Et voilà, cette vidéo signe la fin des nouvelles cartes graphiques de chez Nvidia. Semaine prochaine, on va avoir des tests de nouvelles cartes aussi, mais sur des gammes, ça va être des customs et on va pouvoir les comparer justement avec des fondeurs. Est-ce que oui ou non, ça vaut le coup d'acheter une fondeur ou une custom? Vous le saurez la semaine prochaine. À très bientôt!